Finalement, je m'aperçois que l'abondance, ou cette quête d'abondance, je ne saurais pas la définir. Ça veut dire quoi l'abondance? Ça veut dire j'ai tout ce que je veux? En fait, derrière le mot abondance, il y a une espèce de posture un peu spirituelle, si tu veux, qui est si je suis authentique, si je suis une personne vraie, je vais être remercié. Il y a cette croyance-là. La plupart du temps, derrière le mot abondance, il y a la quête d'argent déguisée de manière à la rendre spirituelle. Il y a souvent dans une peur de dire je veux de l'argent, j'ai envie d'avoir de l'argent, qui renvoie sur je demande de l'abondance, parce que vouloir de l'argent, quelque part, c'est vouloir entrer dans le côté obscur de la force, qui est l'argent, c'est ce qui pourrit tout, la quête d'argent, c'est ce qui est en train de détruire notre planète, le besoin de consommer, le besoin de... Enfin bon, voilà, on voit où ça mène. Ouais, je me disais que moi, j'ai le sentiment qu'on vit déjà l'abondance. Je suis en bonne santé, j'ai un toit, je peux me nourrir, ma fille va bien, mes parents sont vivants. C'est quoi? Ce serait quoi? C'est donc que l'argent? Ah non, je pense que en dessous, en fait, je veux cocher tous les critères. Hein. C'est amour, gloire et beauté, Ouais. entre guillemets. Est-ce que c'est un substitut du bonheur? Je crois même que c'est encore plus insidieux que ça, c'est-à-dire que l'abondance, c'est dans la quête sous-jacente, hein, le mouvement sous-jacent, c'est je veux la preuve que la vie m'aime ou la preuve que Dieu m'aime. C'est-à-dire, c'est en fonction de ma récolte de fruits que je sais, en fait, si j'ai été un bon planteur ou pas, en gros. Moi, je place l'abondance dans un tout autre contexte qui est une autre forme de richesse. Je crois que en fait, là où nous sommes vraiment dans une abondance qui dépasse notre entendement et qui n'est pas perçue, c'est donc justement en fait la richesse d'informations. C'est là que je la place, l'abondance réelle. C'est-à-dire que chaque seconde de ma vie me donne l'occasion. Alors après, je vais relativiser ce que je suis en train de dire, mais chaque circonstance de la vie me donne l'occasion de me connaître, d'aller à la rencontre de moi et de me créer d'une nouvelle façon. Et moi, je place cette abondance à cet endroit-là, dans la capacité que j'ai de créer ce que je suis. Je pense qu'il y a une posture d'abondance qui est « je veux recevoir ce que je suis », comme si je voulais avoir des cadeaux qui ressemblent à l'énergie que je porte. Alors que l'idée, pour moi, c'est l'abondance, en fait, dans cette vie, c'est la multiplicité des moi que je peux créer. L'abondance, en fait, c'est l'immensité du spectre que propose une vie sur cette planète. Je peux vivre le pire du pire et le meilleur du meilleur. Et c'est en ça, en fait, que la vie est abondance. Maintenant, la plupart du temps, on renonce à cette totale ouverture, puisqu'on refuse la moitié du spectre qu'on qualifie de désagréable, de mal ou de souffrance, et sans se rendre compte qu'en voulant annuler la moitié du spectre, on annule l'autre qui est soutenu par cette énergie. En gros, lorsque je refuse la souffrance, je refuse simultanément la jouissance, et je rétrécis le spectre qui était abondance totale. Je crois, en fait, et c'est là toute la différence, il y a, le suicide de Robin Williams m'a vraiment beaucoup marqué, parce que je pense qu'on est là face à quelqu'un qui nageait dans l'abondance et qui vivait le malheur. Qui nageait dans la fameuse abondance de biens, d'amour, etc., et qui pourtant... De réussite. De réussite, et qui vivait le malheur. Le véritable bonheur vient en fait, pour moi, aujourd'hui, et c'est de renouer avec cette abondance, c'est-à-dire la possibilité de me créer.
Seulement pour me créer, je dois d'abord me reconnaître. Et pour me reconnaître, il faut que je me débarrasse de l'idée d'être simplement la moitié qualifiée de positive de moi. En fait, réouvrir à l'abondance, c'est réouvrir à l'abondance de qui je suis. C'est réouvrir le champ de tout ce que je suis potentiellement. En fait, on renonce au potentiel de la vie, qui pourrait être donc une autre version, un autre mot pour qualifier cette abondance. Je refuse au potentiel qu'offre la vie en renonçant aux potentialités d'être que je suis. La phrase n'est pas super bien tournée, mais je pense que tu vas comprendre. Quand je refuse de me reconnaître dans mes différentes versions, parce que je souhaite absolument tout, être simplement reconnu dans mon identité que j'ai qualifiée comme étant fiable, juste, intègre, pleine d'amour, etc. Quand je renonce à la possibilité d'être un être multiple, je renonce aux potentiels qui sont face à tous ces potentiels intérieurs. L'abondance, en fait, je renoue avec lorsque je renoue à l'abondance de moi, c'est-à-dire de version de moi. Je considère ça un peu comme un jeu de cartes. Imaginons en fait que je renonce à l'idée d'être simplement et uniquement une bonne personne selon les codes de bienséance communément admis. Ça me permet en fait de, plutôt que de penser que je suis une personne fiable, de renouer avec Franck est fiable, mais il est également pas fiable. Franck est sincère et capable d'être parfaitement manipulateur. Lorsque j'accepte en fait toutes ces versions-là, je renoue avec tous les potentiels qui sont en face dans la vie. En gros, je me retrouve face à une situation. J'ai un ami qui m'appelle à 2h du matin pour me dire « J'ai un pneu crevé, je suis à 150 km, est-ce que tu peux me débrouiller parce que là, je suis vraiment coincé ». Si j'ai uniquement dans mes cartes la possibilité d'être fiable, je vais devoir me lever, faire 150 km pour aller changer une roue. Parce que de toute façon, je suis fiable. Et je vais vivre une expérience en face de ma fiabilité. Si dans mon jeu de cartes, j'ai la possibilité d'être déloyal ou peu fiable, je vais pouvoir dire à cette personne « Non, il est 2h du matin, appelle ton assurance, je suis désolé, mais moi j'ai une vie. » C'est une possibilité. Et là, je renoue avec le potentiel de la vie qui est en face. Lorsque je refuse d'avoir le plus possible d'atouts dans mon jeu, parce que je ne veux avoir que les atouts qui sont liés à mon identité, je suis en train de fermer le spectre, et après, en fait, je ne peux plus percevoir cette abondance à l'extérieur. Je ne fais que, en fait, ouvrir quelques canaux qui sont censés me renvoyer ma beauté. Pour moi, l'abondance, elle est l'abondance de possibilités. C'est là que je la vois. Et pour renouer avec ces possibilités, je ne peux que... la seule voie pour moi, pour ouvrir tous ces potentiels, toutes ces possibilités de vie, je dois sortir de la construction extrêmement restreinte de mon identité. Sinon, je crois juste être ça. Et face à ça, il n'y a pas beaucoup d'expériences qui sont permises. Si je veux réouvrir à toutes les potentialités d'expérience, je dois ouvrir à toutes les potentialités d'être. Et c'est comme ça que je vois cette danse-là. Je ne sais pas si ça répond à la question parce de qu'en fait, ce que l'abondance. ça dit, c'est que la logique du bon élève nous prive d'abondance. Pleinement. La logique du bon élève nous prive complètement d'abondance, surtout quand on comprend que bon élève renvoie sur obéir donc au code communément admis de bon comportement, et la plupart du temps, bien se comporter, c'est être humble. Bien se comporter, c'est souffrir pour avoir ce qu'on a. Bien se comporter, c'est ne pas être dans le camp de ceux qui ont tellement qu'ils peuvent être que taxés d'être le mal. Il y a énormément de croyances sous-jacentes. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève ? Et effectivement, il y a de ça. Finalement, aujourd'hui, si tu veux, j'arrive dans une espèce d'équation où je crois qu'on est face à un espèce de deux choix permanents. Soit je suis une bonne personne, soit je suis moi. En fait, j'arrive à cet endroit-là. Et j'arrive pas à imaginer qu'un humain puisse être simplement bon. Ça me paraît aujourd'hui une posture d'une puérilité. Je me demande comment j'ai pu souscrire à ce truc-là pendant tant d'années. C'est-à-dire comment j'ai pu faire de ma vie une démonstration de la bonne personne que je suis sans
à un moment donné, que la tricherie me saute aux yeux. Je suis sidéré de mes propres œillères et de comment j'ai dirigé ma vie, quoi. C'est fou, en fait, toute cette énergie que j'ai mis à me vendre que j'étais juste une bonne personne. Aujourd'hui, quand je regarde le truc, je me dis, mais quelle puérilité, parce que c'est ça, c'est puéril au dernier degré. Comment je peux penser être ça? Il y a un truc qui me vient, je partage là. Qu'est-ce qui fait que un artiste rencontre un public? Il y a des gens qui sont suivis par des millions de personnes. Qu'est-ce qui fait que cette personne peut cristalliser autour d'elle, de ce qu'elle représente, autant d'affect et autant d'espoir même, et de projection? Je te dis ça parce que je me demande si c'est pas le fait de vouloir être une bonne personne au travers de l'autre. Je pense en fait que l'autre, lorsqu'il se met à répondre à un besoin physique et émotionnel de soi, on croit qu'on l'aime. Je pense pas que ces artistes soient aimés. Je pense en fait que ces artistes permettent à ceux qui les observent de s'aimer à travers eux. Donc, je crois en fait que dans cette histoire, on n'aime que soi. Il n'y a pas de don vers l'artiste. Il y a juste... chez cet artiste, il s'offre une possibilité d'être qui rend enfin légitime quelque chose que l'autre a envie de vivre depuis des années. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je considère qu'un artiste est simplement une personne qui se permet, à un moment donné, de prononcer quelque chose qui lui appartient en propre. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment à lui. C'est pour ça que, pour moi, l'artiste le plus artiste, c'est celui, en fait, qui va vraiment de ses tripes vers l'extérieur. Lorsqu'une personne va de son ventre vers l'extérieur, elle va exprimer quelque chose qui est en dehors du consensus et qui lui est tellement propre que d'un seul coup, ça devient une proposition aux autres. De dire, tiens, regardez, moi je regarde les choses comme ça. Et lorsque on a énormément de gens qui ont besoin de reconnaître les choses comme ça, mais qui jusqu'alors n'avaient pas trouvé le moyen légitime de l'incarner, l'autre en fait leur donne la légitimité de penser ce qu'ils ont en fait au fond. C'est comme si les artistes donnaient simplement de la légitimité. Tu as le droit de penser ça. Tu as le droit de regarder la vie de telle et telle manière. Tu as le droit de ressentir tel type d'émotion. Et ce droit-là, en fait, fait un bien fou à celui qui l'observe. Parce que très souvent, en fait, c'est une énergie qu'il porte depuis des années, mais qu'il n'a jamais eu l'occasion de légitimer, c'est-à-dire de rendre légale dans son système, et donc pour laquelle il ne trouvait pas de vecteur d'expression. L'artiste, en fait, il donne à chacun la possibilité de penser comme lui, de regarder comme lui, de voir la vie comme lui. Et c'est ça, en fait, que les gens vont chercher. Alors lui, il s'habille d'une façon qui était jusque-là, entre guillemets, interdite. Il vient de créer une possibilité. J'y souscris parce que ça fait des années que j'ai envie de sortir de ma façon de m'habiller. Je me reconnais chez lui. Là, en fait, il vient de légitimer quelque chose qui était chez moi. Je pense qu'en fait, les artistes permettent aux gens de penser comme ils pensent eux-mêmes. En gros, en fait, ils ouvrent des portes. Ce qui m'impressionne, c'est la quantité de personnes qu'ils peuvent attirer à eux. Parce qu'on ne parle pas de 10 personnes, on parle pour certains de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Oui, bien sûr, mais... Est-ce qu'il y a un phénomène collectif? Oui, il y a un phénomène, absolument, il y a un phénomène collectif, mais c'est parce que les artistes qui font des millions et des millions de vues et de followers sont des artistes qui ouvrent des cases dont tout le monde est en train de souffrir. Le rap a ouvert d'abord une case qui était de se permettre de ressentir la rage intérieure. Elle était interdite jusqu'alors. De renouer avec, on l'a vu avec le rock et on le voit avec le rap, de renouer avec le contestataire. Il était interdit. De s'opposer à l'intelligentsia, ça pouvait être interdit. C'est ceux qui font le plus ouvrent les portes qui ont le plus besoin d'être ouvertes. Donc,
On voit à travers la télé-réalité ou le phénomène Kardashian ou ces gens-là, la possibilité, enfin le droit d'être superficiel. Mais purée, heureusement qu'ils font ça, quoi. Heureusement qu'à un moment, il y a un humain qui a dit « Eh ben moi, je vais avoir le courage d'exprimer que j'ai envie d'être superficiel, d'être inconséquent, de ne pas faire preuve de profondeur, de ne pas faire preuve d'intelligence, de ne pas faire preuve ouais, bon, bref, on a compris là où je voulais en venir, et que en fait cette personne-là ouvre chez chacun qui avait envie de frimer, de se la péter, d'exprimer sa superficialité. Mais tu m'étonnes qu'il est suivi par des millions et des millions de personnes. Ah, enfin c'est légitime, ça y est, on a le droit de frimer. Waouh! Et c'est évident que là il y a des millions de gens qui se reconnaissent là-dedans. Tu comprends? Et c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que l'autre en fait est plus l'artiste vient vers lui, plus il fait une vraie proposition à l'autre. Moi, je suis admiratif du courage phénoménal qu'il a fallu à Nabila pour proposer un truc et dire, voilà, moi je suis une femme qui va proposer ça. Quel courage! Moi, je dis que c'est un courage de dingue. Parce que faut oser imposer une vision aussi facile à montrer du doigt, critiquable, où d'un seul coup, ça va être tellement facile de prendre pouvoir sur elle en ayant raison. Ça va être tellement facile de la montrer du doigt en disant « elle est cela » pour croire qu'on est l'inverse. Parce que c'est ça qui se produit chez ces artistes qui sont décriés. C'est qu'il suffit de dire que cette personne est superficielle pour croire qu'on est profond. Tu vois le truc ? Et moi, en fait, j'admire ce courage-là. Ces personnes, en fait, qui osent dire « bah voilà, moi, j'ouvre une porte ». Ça va être, ben voilà, moi ça, je l'ai en moi et j'ose le vivre. Et d'un seul coup, tous ceux qui ont besoin de cette information vont s'engouffrer derrière, c'est évident. Ça fait un bien fou. Alors j'en viens à l'argent. Après l'abondance, l'argent. C'est pas très clair pour moi finalement ce que c'est que l'argent et pourquoi on devrait en avoir beaucoup, par exemple. Parce que alors, tout le monde en veut beaucoup, tout le monde en réclame. Et si je regarde ma propre vie, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai jamais manqué de rien. À aucun moment je me suis dit je n'ai pas assez d'argent pour. Et donc j'en viens à me demander si finalement je ne reçois pas, enfin je veux dire je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Alors, la vie ne me donnerait pas juste ce dont j'ai besoin en fait. Alors évidemment, une fois de plus, la vie ne nous donne rien. J'ai bien compris maintenant. Hein, et effectivement, on est juste dans un échange avec ce qu'on appelle la vie. On est dans un échange, c'est-à-dire, pour resituer tout ça, je vais vivre une expérience à travers ce que j'appelle la vie habituelle. C'est-à-dire, je vais vivre une expérience avec un tel me fait quelque chose, un tel a dit quelque chose de moi. Ces personnes, je les considère comme des catalyseurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne autour de moi produit quelque chose me permettant d'entrer en relation avec moi, c'est-à-dire de me connaître. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on observe la vie, on ne fait que observer ses filtres. Je ne suis pas en train de regarder la vie de manière objective, mais en train de regarder ma propre subjectivité. Croyant que j'observe le réel, en fait, je ne fais qu'observer ma réalité, c'est-à-dire une portion du réel, celle qui est la mienne, celle qui m'est propre. Et cette portion du réel, elle est filtrée par moi-même. Lorsque je crois observer la vie, j'observe mes filtres. Lorsque donc je suis en train de vivre une situation dans la vie, je suis simplement en train de m'observer dans une version de moi qui est encore inconnue, dans le grand tout. En gros, lorsque j'observe une situation, je suis en train d'observer mes filtres en action. C'est comme si j'avais mon énergie qui était projetée en matière, en expérience, et que j'avais là une occasion de me connaître. Lorsque j'accepte de me connaître, j'ouvre mes potentialités. Lorsque j'accepte de me connaître, je me permets de me découvrir en dehors de ce que j'appelais jusqu'alors moi, c'est-à-dire ma petite identité qui était bien trop restreinte à être simplement une bonne personne. Plus j'accepte que ce que je suis en train d'observer n'est simplement que mes filtres, c'est-à-dire je ne fais que m'observer, plus j'ai d'informations me concernant. Lorsque j'ai ces informations qui me concernent, d'un seul coup, ça me donne une nouvelle possibilité qui est de choisir la façon dont je vais interagir avec cet extérieur.
lorsque je choisis ma façon d'interagir avec l'extérieur, je me crée. C'est-à-dire, si je renonce à être agressif, je crée une nouvelle version de moi qui est non agressive, et ainsi de suite. Quand je suis dans cet échange avec la vie, je sors de l'idée que la vie est un obstacle à abattre, que la vie est quelque chose de dur auquel je dois me confronter. Je renoue avec quelque chose qui est beaucoup plus doux, qui est simplement la rencontre avec moi. Lorsqu'on lisait, par exemple, au détour d'une Bible, quelque chose qui disait on ne peut pas rencontrer d'épreuves qu'on n'est pas capable de transcender, c'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire que lorsque j'observe le réel, je ne peux voir que moi. Et en fait, il n'y a pas d'événement qui ne soit pas transcendable, entre guillemets, je pense que le mot n'est pas français, transcendable par moi, parce qu'en fait, il n'est qu'une version inconnue de moi revenant vers moi. Lorsque j'oublie complètement ce jeu, qui est le jeu pour tout le monde, personne sur cette planète n'a jamais rien observé objectivement, c'est-à-dire en dehors de ses sens et de sa façon de regarder. Lorsque j'oublie complètement ce phénomène, je rétrécis la vie à simplement mon identité. Moi, je suis une personne solide, fiable, honnête, etc. Et lorsque je rétrécis la vie à ça, je refuse en fait de connaître d'autres versions de moi. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Ce refus d'entrer en relation avec moi, ce refus de connaître Franck parce que le Franck que je vais rencontrer est un Franck qui n'est pas dans les clous d'une bonne personne, ça fait que je dois refuser des parts de moi. Ce refus de part de moi, c'est un refus de m'aimer. Je ne veux pas aimer la part de Franck qui est incompétente. Je ne veux pas aimer le Franck radin. Je ne veux pas aimer le Franck manipulateur. Je ne veux pas aimer le Franck fragile. Je ne veux pas aimer ces Francs-là. Et je refuse de les reconnaître comme étant moi. Eh bien, en fait, ce refus de me connaître, qui est un refus de m'aimer, lui aussi, en fait, va avoir une réalité tangible et matérielle. Le rapport qu'on a avec l'argent, ou avec l'abondance, et on peut appeler ça comme on veut, c'est en fait le rapport qu'on a dans effectivement la valeur qu'on se donne, mais au final, en fait, c'est un rapport qu'on a avec l'amour qu'on est capable de se donner. Jusqu'ici, on a appris à s'aimer lorsqu'on était des bonnes personnes. D'où le déni. Je ne veux pas connaître toutes les versions de moi qui ne sont pas acceptables par l'ensemble de la société, puisque si eux ne sont pas capables de l'aimer, je ne dois pas l'aimer non plus. Tu comprends cette idée-là ? Donc du coup, en fait, je reste coincé dans mon identité, avec juste, non mais moi je suis comme ça, et si la vie me reflète quelque chose d'autre, c'est parce que la vie, le monde dans lequel on vit, la vie dans laquelle on vit, les gens comme... Enfin bon, on ramène tout ça à l'extérieur, on le renvoie à l'extérieur, et on n'y a plus part là-dedans. Donc là, au moment-là, on oublie que ce sont nos filtres qu'on observe, donc nous que l'on observe, donc nous qui venons vers nous à travers ces expériences, ce que les autres catalysent comme expérience pour nous, et dans cet oubli total, eh bien, on refuse de s'aimer. On refuse d'aller à la rencontre de soi. Et on a une matière qui ressemble à ça. Quand on passe son temps à faire un déni de soi et à refuser de se prendre tel qu'on est, c'est-à-dire de s'aimer dans différentes versions, on referme le rapport, on referme la possibilité pour la vie de nous aimer, si on ramène ça en langage comme ça. Le rapport donc qu'on a à l'argent, le rapport qu'on a à l'abondance, le rapport qu'on a aux expériences agréables dans le monde, est simplement conditionné par à quel point on est capable de s'ouvrir à ce qu'on est ou pas. Plus je suis conditionné dans ma posture, plus je suis resserré. Moins je vais avoir un rapport ouvert avec le reste de la vie. Alors on pourrait opposer à ça, il est des gens qui sont extrêmement riches et qui ont un avis sur eux extrêmement restreint. Mais en fait, c'est tout simplement parce que l'avis sur eux qui est extrêmement restreint est justement lié à l'argent.
C'est-à-dire que eux, plutôt que d'avoir mis sur leur petit médaillon identitaire « je suis fiable, je suis honnête, je suis sincère et je suis engagé », ils ont mis « je suis une machine à fric, je suis un haut potentiel, je suis extrêmement puissant là-dedans, je suis capable de ceci, je suis capable de cela », et ils ont fait de leur identité une machine à récolter de l'argent. Donc, ce qu'ils acceptent de leur identité produit de l'argent. Par contre, ça n'a rien à voir avec le bonheur. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfaitement faire des tonnes et des tonnes d'argent et continuer, refusant d'ouvrir leur identité à d'autres spectres, ils peuvent continuer de manquer du reste. J'ai vu quelqu'un en stage cette semaine. Cette personne est d'une intelligence très agréable. Tu sais, de ces gens qui ont une façon de s'exprimer, de dérouler leurs idées, ou d'un seul coup, tout de suite, tu aimes passer du temps avec eux parce que voilà, l'intelligence est agréable. Il a une idée magnifique qui peut faire vraiment beaucoup d'argent. C'est une belle idée. Cette personne-là, quand je plonge dans son énergie et quand je regarde dans la petite enfance, ce qui colle le plus, pour vous donner un mot qui colle le mieux avec son énergie, c'est le renard. C'est-à-dire ce petit gamin qui va à l'école et qui est futé. Qui sait en fait où se placer pour pas prendre un coup, pour se glisser entre les gouttes, mais en même temps pour entretenir un lien de complicité un peu moqueuse, tout en étant sérieuse avec le professeur. Tu sais, ces petits liens de complicité. Quelqu'un en fait, le renard, avec son aspect débrouillard, malin et en même temps extrêmement vigilant. C'est son énergie fondatrice. Très tôt dans son enfance, il a renoncé à cette énergie-là. Il a renoncé à cette énergie-là pour se mettre à incarner la droiture et la justice. La justice n'a rien à voir avec le renard. Le renard n'est pas assujetti à un problème de justice ou d'injustice. Il va simplement faire ce qu'il faut pour se retrouver au bon endroit, au bon moment, pour prendre ce qu'il avait besoin de prendre. Lui, il a ce talent-là. Il y a renoncé pour devenir une bonne personne. Ça fait maintenant 45 ans que cette personne est devenue un parangon de justice. Droit dans ses bottes. Extrêmement énervé par l'injustice du monde, par le comportement des industriels, par le comportement des institutions, par le poids de la paperasserie et de comment, etc., etc., et qui est devenu donc injuste. Cette personne-là a une idée en or, vraiment splendide. Elle a la ressource, c'est-à-dire le renard, pour mettre ça en place, pour pouvoir dérouler son idée et pouvoir en jouir. Et il a renoncé à tout ça. Maintenant, son exercice inconscient, c'est de cocher le nombre de fois où il se rend compte que c'est impossible. Et c'est devenu son filtre principal. Maintenant, lorsqu'il regarde son idée, il la confronte au réel, non plus pour la rendre réalisable, mais pour pouvoir cocher « j'en étais sûr ». Une fois de plus, on ne peut pas m'entendre, c'est trop novateur, ça les bouscule trop, ils ne veulent pas, ils veulent tirer la couverture à eux, de toute façon, et ainsi de suite. Il ne veut plus que cocher cette version-là. Il est assis sur un trésor, il ne peut pas y accéder, parce qu'il est devenu une bonne personne. S'il acceptait les miroirs que la vie lui renvoie, à propos de tous les filous qu'il voit autour de lui, au lieu en fait de se servir de ces filous pour dire « regardez comment eux sont », et en tirer la conclusion que lui est l'inverse, c'est-à-dire je regarde le mal à l'extérieur pour devenir le bien, jeu ô combien puéril mais ô combien pratiqué, au lieu de faire ça, il pourrait dire tiens, je vois des filous partout, peut-être qu'en fait c'est simplement mes filtres qui me font voir ça, et peut-être que c'est simplement donc moi que je suis en train d'observer. Et là il aurait pu voir le renard sans avoir besoin de venir me voir, se rendre compte qu'en fait ça n'était qu'une version de lui. Peut-être que reconnaissant ça, en lui, il aurait pu du coup en jouir, c'est-à-dire utiliser cette ressource. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'une personne qui fonctionne comme ça continue d'être un renard, continue finalement d'être plutôt louvoyant. Mais au lieu en fait d'en être conscient, il continue d'agir comme ça mais de manière non consciente. Donc ça devient un renard pervers. Là où en fait il avait la possibilité d'être un renard simplement malin. Mais il avait déjà sous les yeux la possibilité de se connaître,
Donc d'ouvrir le spectre de ce qu'il est, et d'ouvrir les potentiels qui vont en face. J'espère que cet exemple... Oui, donc ça veut dire que on peut très bien être assis sur un tas d'or sans le voir. Ou en tout cas sans pouvoir y accéder. Bien sûr. Et ça peut durer toute une vie. Tout à fait. Comprenons bien que ce tas d'or est simplement une possibilité, un potentiel de jouissance, qui est là pour tous. Parce que tout à l'heure, dans ta question, tu disais on veut tous de l'argent, et vraiment, je rencontre plein de personnes qui sont sincèrement pas du tout en train de chercher ça. Vraiment. Alors, il y en a qui se racontent des histoires, qui disent « Ah non, mais je veux pas d'argent, c'est juste une énergie, elle doit passer par moi, nanani », enfin, tout le blabla ésotérique à propos de ça que tu connais déjà. Mais il est vraiment des gens, non, qui, pour eux, ça n'est pas du tout le sujet, ça n'est pas leur quête, ils veulent autre chose. Ce sur quoi nous sommes assis, c'est sur une montagne de potentiel, de jouissance pour soi. Et c'est comme ça qu'il faudrait le regarder. Alors il y en a plein pour qui c'est l'argent, parce qu'effectivement, c'est une masse de potentiel permettant plein d'activités. Mais il est plein d'autres gens qui cherchent un autre potentiel, un potentiel de rencontre, de jouissance dans l'humain, un potentiel de jouissance dans la convivialité, la simplicité, pas forcément dans l'argent, tu vois, mais c'est vraiment une masse de potentiel qui est là, et qui est, alors là, elle est là pour tout le monde. Maintenant, pour y accéder, va falloir regarder que la posture de la bonne personne coince ce système-là. On ne peut pas faire un déni de qui on est, manquant à tel point d'amour pour soi, et puis après s'attendre en fait à vivre un truc plein d'amour pour soi. Ça marche pas.